Darwin basait sa théorie sur l'observation morphologique. C'est ce qu'on appelle l'homologie. Il disait les mains de l'homme ou du singe, les ailes des oiseaux, les nageoires des poissons, tout cela prouve une origine commune. Et donc ils ont évolué à partir d'un ancêtre commun. Or, ces ressemblances ne prouvent en aucun cas qu'il y a évolution. Ces ressemblances prouvent plutôt l'unicité du Créateur. Pour beaucoup de gens, la question de savoir si l'homme descend du singe ou non vient à l'esprit lorsque la théorie de Darwin est citée. Mais avant d'arriver à cela, il y a de nombreuses questions auxquelles la théorie évolutive a besoin de répondre. La première question est la suivante. Comment le premier organisme vivant est-il apparu sur Terre? Avant de parler de l'homme, il faut qu'il réponde à cette question. Comment le premier organisme vivant est-il apparu sur Terre? Les évolutionnistes répondent à cette question en disant que le premier organisme fut une cellule qui émergea par hasard d'une matière inanimée. Selon cette théorie, à une époque où la Terre consistait en roches inanimées, terre, gaz, etc., un organisme vivant se forma par hasard sous les effets conjugués du vent, de la pluie et de la lumière. Or, dire que les matières inanimées peuvent produire la vie est vraiment une superstition. Jamais une matière inanimée ne peut générer la vie. Jamais. Au temps de Darwin, rien n'était connu sur l'extraordinaire structure de la cellule. Darwin ainsi que les autres évolutionnistes de son temps croyaient qu'une cellule était une simple gouttelette d'eau qui pourrait facilement provenir du hasard. Mais maintenant, avec le microscope électronique, avec le développement scientifique, on a découvert que la cellule possède un système incroyablement complexe. Vous savez ce qu'il y a dans la cellule? La cellule composée d'une membrane, d'un cytoplasme, de l'appareil de Golgi, des lysosomes, des mitochondries, d'un noyau. Et plus les recherches avancent, plus les choses se compliquent chez les évolutionnistes et les matérialistes pour prouver, pour démontrer leur doctrine. Parce que la question qui pose maintenant, ce n'est plus comment la première cellule est apparue, mais comment le noyau de cette cellule est apparu, comment les mitochondries sont apparues, comment les lysosomes sont apparus, ainsi que d'autres composantes de la cellule. Nous savons que le noyau de la cellule renferme de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique. L'ADN constitue le matériel héréditaire. Toutes les caractéristiques du corps se trouvent dans l'ADN. On parle toujours de l'ADN. Toutes les caractéristiques du corps se trouvent dans l'ADN. La couleur des cheveux, la couleur de la peau, la taille, etc., etc. C'est un long polymère. Une seule molécule d'ADN humain renferme assez d'informations pour remplir une encyclopédie d'1 million de pages ou pour remplir environ 1000 livres. Pour faire une analogie, nous pouvons considérer que même l'Encyclopédia Britannica, composée de 23 volumes, une des plus importantes sources d'informations au monde, ne possède que 25 000 pages. Dans une molécule trouvée dans un noyau qui est lui-même beaucoup plus petit que la cellule microscopique qui l'abrite, existe une banque de données 40 fois plus importante que la plus grande encyclopédie au monde. Vous vous rendez compte? Il y a à peu près dans une cellule, il y a à peu près dans cet ADN 3 milliards de sujets différents. 3 milliards. Cet ADN, un brin d'ADN, un bout de chair qui est 10 000 fois plus petit qu'1 millimètre et n'est constitué que de protéines, que de bases azotées, de molécules d'eau,
cet ADN-là, il renferme tout ça. Des milliards, 3 milliards de sujets différents. Et il peut remplir, il renferme assez d'informations pour remplir une encyclopédie d'un million de pages. La base de données, comme j'ai dit, d'ADN est constituée de 3 milliards de lettres et est composée d'une séquence spéciale et significative de lettres. C'est ce qu'on marque, c'est ce qu'on désigne par ATGC. ATGC sont des bases azotées, c'est-à-dire l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Ce sont des bases azotées, des éléments chimiques. Une seule erreur dans n'importe quelle paire de bases de l'ADN, une seule erreur dans ces milliards de bases azotées ou de lettres, si vous voulez, parce qu'on désigne les bases azotées par leurs initiales, leurs lettres initiales, ATGC, une erreur peut être fatale, peut avoir des conséquences graves. Comme par exemple l'hémophilie, la mycoviscidose, ce sont les conséquences d'une erreur de codage. Quand on parle de gènes, toujours on parle de code génétique. Parce que les gènes, ce sont des éléments, ce sont, si vous voulez, l'ADN, il y a des informations dedans. Ces informations, c'est comme on peut l'assimiler à une encyclopédie, et les gènes sont les livres de cette encyclopédie. C'est-à-dire, chaque gène renferme beaucoup d'informations. Il y a des gènes qui sont responsables de la synthèse, par exemple, de l'insuline, de la synthèse des anticorps, du cytochrome, par exemple, de certaines protéines. Donc ces gènes-là, ils sont responsables de la synthèse de ces éléments-là, de ces protéines qui sont fondamentales pour la vie. Les gènes qui sont dans le noyau, ce sont des livres, et c'est un autre élément de la cellule qui entre pour prendre les informations dans ce gène-là, pour ouvrir ce livre qui est le gène, et de transcrire les codes qui sont dedans. A, T, G, C, G, A, etc. C'est des lettres, c'est comme une écriture, c'est comme si le gène dit à cet élément-là qui vient transcrire l'information dedans, et c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Il lui donne l'information, puis cet ARN messager, il sort du noyau, et puis il se colle dans l'élément qui s'appelle le ribosome, et puis il y a un autre ARN, un autre élément de cette cellule qui amène l'acide aminé qui convient au code. Et puis, chaque fois, il y a un ARN de transfert qui apporte avec lui un acide aminé. Il y a 20 acides aminés différents dans une protéine. Et puis, avec les liaisons qui se font entre ces acides-là, ils forment une chaîne, et cette chaîne-là, c'est cette chaîne-là qui nous donne la protéine. Et cette protéine, c'est composé par le code, c'est grâce au code qui se trouve dans l'ADN. Donc, c'est des informations qui sont dans ce brin d'ADN. C'est grâce à ces informations que les acides aminés se lient entre eux et forment les protéines. Les protéines sont des molécules composées, comme j'ai dit, de petites entités appelées acides aminés. Les acides aminés sont au nombre de 20, comme j'ai dit. La glutamine, la cytine, la lysine, l'acide asparagique, l'acide glutamique. Il y a différents acides aminés. Et les plus simples d'entre les protéines, ils regroupent 50 acides aminés, alors que d'autres en contiennent plusieurs milliers. C'est vraiment extraordinaire. Il suffit de retirer, d'ajouter ou de remplacer un seul des acides aminés pour que la structure de la protéine devienne un amas moléculaire inutile. Chaque acide aminé a une place et un rôle bien déterminé. C'est vraiment extraordinaire. Regardez le corps humain. Il est
constitué de milliards et de milliards de cellules. Il y a les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, il y a les cellules du muscle, les cellules du foie, les cellules du pancréas, les cellules sanguines, comme par exemple les globules rouges, les globules blancs qui servent à défendre notre corps. Des cellules différentes. Et toutes ces cellules-là sont composées des mêmes gènes, c'est-à-dire on trouve dans les cellules du muscle les mêmes gènes qu'on trouve dans les cellules du foie. Et pourtant, le gène qui est responsable, par exemple, de la synthèse de l'insuline, vous savez qu'il joue un rôle majeur dans la régulation de la glycémie. Ce gène-là, il est inactif dans les cellules du muscle, parce que les cellules du muscle n'ont pas cette responsabilité de synthétiser l'insuline. C'est le rôle du foie. Ils sont inactifs dans les cellules du muscle, mais ils sont actifs dans les cellules du foie. Et c'est ainsi dans tout le corps. Qui a ordonné à ces gènes-là d'être actifs ici et d'être inactifs dans une autre partie du corps? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est une intelligence. Ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a un ordre divin, c'est qu'Allah leur ordonne de faire telle et telle chose. Les molécules sont des éléments constitués d'atomes, d'hydrogène, de carbone. Ils ne peuvent pas nous produire une intelligence. Ils ne peuvent pas être sages. On ne peut pas leur attribuer la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence sont des attributs qu'on doit donner à celui qui fait fonctionner ces éléments-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Robert Shapiro, professeur de chimie à l'université de New York et spécialiste en ADN, a calculé la probabilité de la formation fortuite de 200 types de protéines trouvées dans une bactérie. La cellule humaine compte 200 000 types différents de protéines. Et le résultat est d'une chance sur 10 puissance 40 000. Une chance sur 10 puissance 40 000, la probabilité de la formation fortuite de 200 types de protéines trouvées dans une bactérie. C'est presque impossible que le hasard puisse nous donner ça, les 200 types de protéines dans une bactérie. Et vous savez ce que ça veut dire une chance sur 10 puissance 40 000? C'est-à-dire une chance sur 1, et vous mettez 1, et à côté de 1, vous mettez 40 000 zéros. Je ne sais pas combien de pages il vous faut pour mettre les 40 000 zéros. Chandra Wickramasinghe, c'est un hindouiste, professeur de mathématiques appliquées et d'astronomie à l'université ou à University College. Il commente cette incroyable probabilité. Il dit la probabilité de l'origine spontanée de la vie à partir de matière inanimée est de 1 sur 10 puissance 40 000. Cela suffit à enterrer Darwin ainsi que la théorie de l'évolution entière. Et il dit il n'y a pas eu de soupe primitive, ni sur cette planète, ni sur une autre. Si l'origine de la vie n'est pas due au hasard, alors elle a dû être la création préméditée d'une intelligence. Voilà. L'un des éminents défenseurs de l'évolution en Turquie, le professeur Ali Demirsoy, il déclare dans son livre Hérédité et évolution, pour que la probabilité de la formation du cytochrome C, il dit la probabilité de la formation du cytochrome C, le cytochrome C, c'est une protéine qui rend possible la respiration de l'oxygène. Donc, elle est à ce titre vitale pour la survie. La probabilité de la formation du cytochrome C est aussi improbable que la possibilité d'un singe qui écrit l'histoire de l'humanité sur une machine à écrire sans faire de faute. Imaginez un singe qui tape, taf, sur une machine à écrire et il écrit l'histoire de l'humanité entière. C'est impossible. Donc c'est impossible pour qu'une simple protéine
simple protéine. Nous ne parlons pas de l'ADN, nous ne parlons pas des autres éléments, nous ne parlons que d'une simple protéine. Ce n'est plus question maintenant d'une bactérie ou d'une cellule. C'est juste une petite protéine. La probabilité de ça, pour que sa conception, sa formation soit au hasard, c'est une chance sur 1000 fois. Fred Hoyle, c'est un astrophysicien anglais qui a mérité à 3 reprises le prix Nobel de physique. Il est né en 1915 et il vient de mourir il y a 4 ans, en 2001. Il a dit: une tornade balaye un entrepôt de ferrailleurs et le coup de vent assemble un Boeing 747 avec les bouts de ferraille. Telle est la probabilité pour qu'une vulgaire bactérie puisse être reproduite avec ses 2000 enzymes en état de marche par la seule force du hasard. François Crick est l'un des 2 scientifiques qui a découvert la structure de l'ADN pendant les années 1950. C'est un lauréat du prix Nobel. Quand on parle de l'ADN, on parle toujours de Crick et de Watson. Il n'a pas répondu à l'appel de sa fitra, de sa nature originelle, c'est-à-dire cet appel qui dit que c'est Dieu qui a créé la vie. Et il était pourtant acculé à l'évidence de la conception. Cette conception, comme il dit, qui exige une sagesse supérieure et qui ne pouvait en aucun cas être expliquée par des coïncidences, avait été réalisée par des extraterrestres. Voilà ce qu'il dit. Avait été réalisée par des extraterrestres. Pourquoi ? Parce que il nie Dieu, il nie le fait que Dieu a conçu, a créé la vie, a créé cet ADN. Donc, la seule explication qu'il donne, il dit, voilà, c'est impossible que ça soit fait par des coïncidences, mais peut-être des extraterrestres, ils sont venus. Subhanallah. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate 39, verset 45, le cœur de ceux qui ne croient pas au jour dernier répugné à entendre mentionner Dieu seul. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Mais lorsque sont mentionnés ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils donnent aussitôt libre cours à leur joie. Ils sont contents quand on parle de Dieu, ils s'énervent, mais quand on parle d'autre chose, quand on leur dit que c'est le hasard, que c'est le temps qui est à l'origine de la création, qui est à l'origine de la formation de la vie, de la naissance de la vie sur terre, là ils donnent aussitôt libre cours à leur joie. Qu'ils donnent libre cours à leur joie, que cela leur plaise ou non, la réalité est là. Ni le hasard, ni les extraterrestres, ni la matière inerte n'a donné naissance à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ô homme, un exemple vous est proposé auquel vous devriez prêter l'oreille. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont impuissants à créer une mouche. Inna alladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont impuissants à créer une mouche, combien même ils se réunissaient tous à cette fin. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Et si la mouche leur dérobait quelque objet, ils ne pourraient se le faire restituer. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, pareille faiblesse du solliciteur et du sollicité. Ni les atomes, ni la matière inerte n'a donné naissance à une bactérie ni à une mouche. Mais subhanallah, même s'ils voient les signes et les évidences, ils ne croient pas. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yunus, Surat 10, le verset 101, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Dis-leur, méditez sur le contenu des cieux et de la terre, mais ni les signes ni les avertissements ne seront d'aucune utilité pour un peuple qui n'est pas destiné à croire. Il parle même, finalement, même si tous ces événements, même si par exemple il y a tous les acides aminés, toutes les protéines, même si tous ces événements et les traitements improbables et les conditions, ils se produisent réellement par hasard, cet amoncellement de molécules ne pourrait jamais donner naissance à la vie. Jamais. C'est impossible, car les recherches ont révélé que la simple combinaison de tous les matériaux nécessaires à la vie n'est pas suffisante pour que la vie apparaisse. Même si on a tous les éléments chimiques, toutes les molécules, c'est impossible. Même si toutes les protéines essentielles à la vie sont réunies et placées dans un tube à essai, elles ne produiront jamais une cellule vivante. Toutes les recherches menées sur ce sujet ont montré que c'était impossible. Toutes les observations et expériences indiquent que la vie ne peut trouver son origine que dans la vie. Affirmer que la vie évolue à partir de choses inertes, ce qu'on appelle la biogénèse, est un mythe qui n'existe que dans l'imagination des évolutionnistes, en contradiction totale avec les résultats de toutes les expériences et observations. Quand on parle de gènes, le gène c'est un paquet d'informations, ce n'est pas un objet. En biologie, quand on parle de choses comme les gènes, les génotypes et les patrimoines génétiques, on parle d'informations, pas d'une réalité physique. C'est comme si c'est des livres où il y a des informations écrites. Donc, quand on voit par exemple une page vide et un stylo à côté, on dit bon, peut-être que la feuille a existé ici par hasard et que la nature a donné naissance à cette feuille et la nature a donné naissance à ce stylo, comme ça par hasard, par une suite de coïncidences. Mais quand on trouve une écriture dans la feuille, ça veut dire l'écriture, qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète l'esprit de quelqu'un, de quelque chose. C'est quelqu'un qui a écrit. C'est quelqu'un qui écrit. Donc les informations qui sont dans les gènes et qui sont lues par les ARN messagers pour la synthèse ou pour la synthèse de telle protéine ou pour définir la structure ou le phénotype, etc., etc. Donc ces informations, c'est Allah qui les a écrites. Et quand on parle de code génétique, c'est une écriture, c'est vraiment une écriture. Le code, comme ça, c'est une écriture qui est décodée par la suite et qu'une seule erreur dans ce code-là peut être fatale pour le corps et peut causer des maladies qui sont graves. Je préfère m'arrêter, Inch'Allah, la séance prochaine, je parlerai de l'origine, du début de l'histoire, de l'origine de l'homme, de Adam alayhi salam. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.